Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'aujourd'hui. Commençons par l'actualité. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, est arrivé au Rwanda ce mercredi où il participera au forum des PDG africains, Africa CEO Forum, qui réunira des chefs d'entreprise, des investisseurs et des personnalités politiques d'Afrique et du monde entier. Ce forum, organisé par le Rwanda pour la 3e fois, se tiendra à Kigali les 14 et 15 juin 2026. Et toujours en parlant de visite officielle, le président de la Guinée, Conakry, Mamadi Doumbouya, se trouve aussi au Rwanda, où il va participer à l'Africa CEO Forum, le forum des PDG d'Afrique, un rassemblement des chefs d'entreprise, d'investisseurs et de personnalités politiques d'Afrique et d'ailleurs. Il a été accueilli à l'aéroport international de Kigali par le ministre de la Défense, Juvenal Maliza-Munda. Le premier ministre de Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mambé, est également arrivé au Rwanda mardi soir et a participé lui aussi à l'Africa CEO Forum à l'aéroport international de Kigali. Il a été accueilli par le ministre rwandais de l'Unité et nationale et de l'engagement civique, le docteur Bizimana Jean Damascène. Cette rencontre de 2 jours, qui devrait réunir plus de 2800 participants, se tiendra à Kigali les 14 et 15 mai 2026. L'Africa CEO Forum est une conférence itinérante qui se déroule dans plusieurs pays africains. Le Rwanda accueille cet événement pour la 3e fois après avoir organisé en 2019, en 2024 et cette année en 2026. Organisé par Jeune Afrique Media Group, propriétaire du magazine Jeune Afrique, en partenariat avec la société suisse Rainbow Unlimited, spécialisée dans l'organisation des grandes conférences économiques. Cette conférence donc internationale a réuni des intervenants du secteur privé africain, notamment des chefs d'entreprise, des dirigeants, des investisseurs et autres acteurs clés. Et toujours en parlant de visite officielle, ce mercredi matin, le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, est aussi arrivé à Kigali pour une visite de travail. Le président Faure Essozima Gnassingbé a été reçu par le ministre de la Sécurité, Juvenal Maliza-Munda. Dans la matinée, le chef de l'État a reçu dans son bureau du village Urugwiro le président du Conseil des ministres du Togo, Faure Essozima Gnassingbé, en visite de travail d'une journée au Rwanda. Ils ont évoqué les relations étroites et durables unissant les 2 pays et les progrès accomplis en matière de sécurité et de stabilité dans la région. Faure Essozima Gnassingbé a quitté Kigali dans la journée après une visite d'une journée au Rwanda. Toujours en parlant de CEO Forum ou encore le forum des PDG d'Afrique, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, est aussi à Kigali où elle va participer à l'Africa CEO Forum, le forum des PDG d'Afrique, qui est un rassemblement des chefs d'entreprise, d'investisseurs et de personnalités politiques d'Afrique. Et d'ailleurs, elle a été accueillie aujourd'hui même, ce mercredi. Le président du réseau des parlementaires africains contre la corruption, APNAC, et président de la Chambre des représentants du Ghana, Alban Soumana Kingsford Bagmin, est en visite au Rwanda afin de renforcer la coopération entre les 2 parlements dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Au cours de cette visite, M. Bagmin et sa délégation se sont entretenus avec le président du Sénat, M. François-Xavier Kalinda, puis avec la présidente de la Chambre des députés, Madame Kazalwa Gertrude. Les discussions entre ces différentes personnalités ont porté sur les progrès accomplis par le Rwanda en matière de bonne gouvernance, de transparence et de responsabilité. Le président de la Chambre des représentants du Ghana a salué les progrès constants du Rwanda dans la lutte contre la corruption, soulignant que ce pays est un exemple pour les autres nations africaines.
africaine. Les deux parties se sont engagées à poursuivre leur coopération et à partager leur expérience en matière de fonctionnement des parlements. Le président de la Chambre des représentants du Ghana, Albaneska Baibin, est au Rwanda en vue d'assister à la réunion du conseil d'administration du réseau anticorruption des parlementaires africains qui se tient même à Kigali du 13 au 15 mai 2026. Et le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales ainsi que les institutions qui lui sont rattachées annoncent qu'avant la fin de l'année budgétaire en cours, le taux d'exécution du budget devrait atteindre au moins 85% contre 62% actuellement. Cette annonce a été faite mardi lors des échanges avec les députés membres de la Commission du budget et du patrimoine de l'État. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. À l'approche de la clôture de l'exercice budgétaire 2025-2026, le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, ainsi que des institutions affiliées, notamment l'ORAB et le NAEB, avaient prévu plusieurs projets destinés à accroître la production agricole. Toutefois, malgré certaines réalisations positives, plusieurs insuffisances ont été relevées, comme l'a expliqué le secrétaire permanent du ministère Olivier Kamana. Les difficultés rencontrées sont principalement liées au retard d'acheminement des équipements à cause du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Les marchandises étaient bloquées au port de Dubaï. Nous cherchons actuellement d'autres voies d'approvisionnement. Le projet a connu un important ralentissement, notamment au niveau de l'irrigation qui présente 48% du projet global. Les sites déjà lancés, notamment Karangazi, Rwandingo, Ruyenge, Burakari, ont également rencontré des problèmes liés aux entrepreneurs. Certains travaux sont à 38% alors qu'ils auraient dû atteindre 89% et d'autres à 54% au lieu de 66%. Les retards sont dus au démarrage tardif des travaux ainsi qu'au manque de main-d'œuvre. Nous attendons désormais les factures en fait de pouvoir commencer l'exécution financière. Parmi les préoccupations soulevées par les députés de la Commission du budget du patrimoine de l'État figurent principalement les infrastructures non réalisées malgré leur nécessité, ainsi que celles déjà construites mais qui ne sont pas exploitées et commencent à se détériorer. Nous avons le problème de chambres froides qui ne fonctionnent pas, notamment dans les districts de Gatsibo et Musanze. Nous voulions savoir comment cette question est suivie et quelles solutions sont envisagées. En réponse de ces préoccupations, le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, le Dr Telesfonda Wamenye, a indiqué que le ministère s'efforce de combler les lacunes restantes dans les délais impartis, tout en reconnaissant certaines défaillances de la part des entrepreneurs. Le barrage de Muhanga, le Rugera-Migozi, a connu un problème d'ensemblement, mais nous sommes en discussion avec le Rwanda Water Board, le Minefran et le WASAC, car ce barrage servait également à l'approvisionnement à l'eau de la ville de Muhanga. Des travaux de réhabilitation sont en cours, notamment à la recherche d'un entrepreneur. Concernant les chambres froides non fonctionnelles, elles ont déjà été recensées. Le problème provient surtout d'une technologie dépassée. Nous avons échangé avec l'Africa Center of Excellence en collaboration avec une université basée à Rubirizi afin d'introduire une nouvelle technologie avec l'implication également des entrepreneurs. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales a également présenté l'avant-projet du budget pour l'exercice 2026-2027. Celui-ci devrait atteindre 354 milliards 500 millions de francs rwandais, contre 245 milliards et 700 millions pour l'exercice 2025-2026, actuellement en cours d'achèvement. Le ministère des Infrastructures a indiqué que tout est mis en œuvre afin que l'usine de traitement d'eau de Kanzenze, construite dans le district de Bugesera, puisse fournir une quantité d'eau suffisante. Cette déclaration intervient après que l'auditeur général des finances de l'État a révélé que cette usine produit une quantité d'eau inférieure à celle prévue. Suivez les détails avec Jean-Benoît Michel.
Cela fait plus de 5 ans que l'usine de traitement de l'eau de Kanzenze est entrée en service. Elle traite l'eau provenant de la rivière Akadira ainsi que celle du marais environnant. Toutefois, dans le rapport 2024-2025 récemment présenté aux deux chambres du Parlement, l'auditeur général des finances de l'État a mis en évidence plusieurs problèmes affectant le fonctionnement de cette usine. L'usine de Kanzenze devrait produire 30 000 mètres cubes d'eau par jour. Et cependant, entre juillet 2025 et mars 2026, seulement 79% de la quantité d'eau destinée à la ville de Kigali a effectivement été fournie. Cette situation a provoqué des pénuries d'eau dans la ville de Kigali. Nous demandons donc à la WASAC de renforcer le dialogue avec le partenaire privé concernant la fourniture d'eau et le respect des clauses contractuelles. Le contrat signé entre la société publique chargée de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène WASAC et le propriétaire de l'usine de Kanzenze prévoit que l'usine doit traiter 40 000 mètres cubes d'eau par jour, dont 30 000 destinés à la ville de Kigali et 10 autres au district de Bugesera. Chaque mois, l'usine de Kanzenze facture environ 487 000 $ américains. Selon le rapport, cela signifie que le WASAC paie pour une quantité d'eau qui n'est pas entièrement livrée. Cette situation a eu des conséquences sur les habitants de plusieurs quartiers de Kigali confrontés à des coupures d'eau répétitives. En tant que personne qui allait parfois chercher de l'eau dans les marais, cela nous inquiète beaucoup. C'est vraiment un problème sérieux. Certains membres du Parlement demandent à la WASAC de trouver les solutions durables aux pénuries d'eau fréquentes que connaissent les citoyens. Le taux d'accès à l'eau potable dans le ménage devrait atteindre 95%. Pourtant, à cause de la mauvaise distribution, certaines zones n'atteignent qu'entre 11 et 56%. Cela signifie que certains habitants ne reçoivent de l'eau qu'une fois par semaine, alors qu'on leur demande de maintenir l'hygiène. Comment ces familles peuvent-elles vivre dans ces bonnes conditions sanitaires? Demandez à Rura pourquoi nous entendons souvent parler de sanctions contre d'autres institutions, mais jamais contre le WASAC. Le ministre des Infrastructures, Dr Jumi Gasore, a expliqué les raisons pour lesquelles l'usine ne fournit pas encore la quantité d'eau attendue et que les mesures envisagées pour résoudre durablement ce problème. L'usine de Kanzenze n'a effectivement pas fourni la quantité d'eau prévue en raison de problèmes liés à la technologie utilisée. C'était la première fois qu'une telle technologie était utilisée au Rwanda. Elle consiste à capter de l'eau à partir des sources proches de la rivière plutôt que directement dans la rivière elle-même. Cette méthode présente l'avantage de fournir une eau plus propre, notamment pendant la saison pluviale où les rivières contiennent beaucoup d'eau. Toutefois, avec la diminution progressive des ressources en eau dues au changement climatique, ces sources produisent également moins d'eau, ce qui réduit la capacité de l'usine. Nous avons donc convenu avec l'exploitant qu'une partie de l'eau serait désormais directement captée dans la rivière afin d'atteindre la capacité prévue. L'usine de traitement de l'eau de Kanzenze figure parmi les grands projets sur lesquels le gouvernement compte pour atteindre l'objectif de distribution de l'eau potable à 100% d'ici 2029. Conformément à la deuxième phase du programme national de transformation NCT2, selon les données du ministère des Infrastructures, le taux actuel d'accès à l'eau potable au Rwanda est de 82%. Et au mémorial du génocide de Kigali, une cérémonie a marqué la clôture de la 6e phase du programme Aspire consacré à l'éducation aux valeurs de paix. Ce programme qui est d'une durée de 4 ans, 2021-2025, visait à former les éducateurs, les parents et les jeunes à la promotion d'une paix et d'une unité durable au sein de la société rwandaise. Au cours des 4 dernières années, Aegis Trust, en partenariat avec le ministère de l'Éducation et par l'intermédiaire de REB, a formé environ 11 000 personnes. De 2008 à 2025, le programme a touché plus de 120 000 personnes, parmi lesquelles des enseignants, des jeunes
des parents, des chercheurs et des décideurs. Dès 2013, le programme était déployé dans 22 districts. En 2014, des cours sur la paix et les valeurs ont été intégrés au programme scolaire national du primaire au secondaire. Plus de 4,5 millions d'élèves ont bénéficié de ces cours qui contribuent à bâtir une société fondée sur la paix, l'unité ainsi que la réconciliation. Alors que les jeunes nés après le génocide perpétré contre les Tutsis manifestent un vif intérêt pour l'histoire de ce massacre, le district de Gicumbi a lancé un programme pour sensibiliser la jeunesse locale à ce sujet. L'une des méthodes employées consiste à organiser des visites de mémorieux à travers le pays afin de les informer sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Environ 300 personnes originaires du district de Gicumbi se trouvent actuellement au mémorial du génocide de Ntarama en district de Bugesera pour être informés de la brutalité et de la cruauté du génocide perpétré contre les Tutsis. Et toujours en parlant de commémoration, des spécialistes de la santé mentale affirment que l'art joue un rôle important pour aider les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis à se remettre de leur traumatisme émotionnel. De la musique à la poésie en passant par le théâtre, l'expression créative offre de nouvelles façons d'exprimer son deuil et de préserver la mémoire. Le point avec Patrick Nieletanti. L'art devient un puissant outil de guérison. À travers la musique, la poésie, la peinture et le théâtre, les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis trouvent des moyens d'exprimer des émotions souvent difficiles à verbaliser. Pour beaucoup, ces formes d'expression créative permettent à la fois de se souvenir et de se reconstruire. Les chansons ont une résonance émotionnelle forte pour nous. Je vais vous donner l'exemple de la chanson Indabo de Musing. Chaque fois qu'il la chante, on a l'impression qu'il ravive les souvenirs des funérailles dignes de nos proches. Cela comble les vides et suscite une forme de guérison émotionnelle. Ces chansons nous sont d'un grand secours car elles nous permettent de nous souvenir de nos proches, de leur rendre hommage et d'apaiser notre douleur. Les artistes participant aux commémorations affirment que le processus de création les aide également à libérer leurs propres émotions tout en soutenant d'autres personnes dans une épreuve similaire. Chanter, c'est littéralement libérer des choses qui sont enfouies en nous. Cette musique porte aussi la voix de nombreuses personnes qui n'arrivent peut-être pas à exprimer leurs sentiments. Ces chansons me guérissent avant tout. Je les chante depuis plus de 20 ans. J'ai commencé avec des blessures émotionnelles qui, au fil du temps, se sont cicatrisées grâce à ces chants. Le rôle des artistes est de créer des chansons qui contribuent à l'unité nationale. Ces chansons aident aussi à préserver la mémoire des génocides perpétrés contre les Tutsis, d'autant plus que ceux qui ont été témoins de cette sombre histoire sont en train de vieillir. Elles permettent ainsi de transmettre le fait concernant ces génocides, notamment aux jeunes générations. Des spécialistes de la santé mentale affirment que ces expressions peuvent être profondément thérapeutiques.
Eugène Otembessa, psychologue spécialisé dans des troubles émotionnels et les traumatismes, explique que la musique commémorative aide les survivants à se sentir plus en sécurité et leur offre un cadre structuré pour gérer leurs émotions difficiles. Chanter est une autre façon d'affirmer ses sentiments et de les exprimer de manière mélodieuse. Les chansons puisent généralement leur source dans les profondeurs de l'âme. C'est pourquoi, dans ces chansons, on peut entendre parler des victimes des Nyaruguru, et je peux me sentir concerné par ce qui est arrivé aux victimes des Rwamagana. Au final, nous nous retrouvons tous dans la chanson. Les autorités affirment que l'impact dépasse le simple cadre de la guérison individuelle. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique souligne que les arts jouent également un rôle essentiel dans la promotion de l'unité et la préservation constructive de l'histoire du pays. Les artistes exercent une influence considérable sur les commémorations, car lorsque nous nous souvenons de sombres passés du génocide perpétré contre les Tutsis, ils expriment leur art à travers des chants et des poèmes pour créer des images mentales et susciter des moments de réflexion. Le ministère ajoute que toutes les œuvres artistiques commémoratives sont examinées avant leur diffusion afin de garantir que leur message soit exact, respectueux et contribue à l'unité et à la résilience. Et au Rwanda, de plus en plus de mères font enregistrer leur nouveau-né immédiatement après l'accouchement, grâce aux efforts déployés pour rapprocher les services d'état civil des établissements de santé. De nouvelles statistiques de l'Institut national des statistiques du Rwanda montrent que près de 93% des enfants nés en 2025 ont été officiellement enregistrés à la naissance. Le récit de Patrick Nyilidandi. Dans le service de maternité de l'hôpital Kakiro, de jeunes mères bercent leurs bébés, parfois âgés de quelques heures seulement. Parmi elles, Bibuimana Henriette et Uwamahoro Aline, qui ont toutes les deux donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. À l'occasion de la fête des mères au Rwanda célébrée dimanche, les deux mères ont reçu des cadeaux pour leur nouveau-né. Mais au-delà des festivités, elle confie que l'un des plus grands soulagements a été l'accès direct au service d'enregistrement des naissances à l'hôpital. À l'hôpital, après l'accouchement, les nouveau-nés sont enregistrés immédiatement. J'ai accouché des jumeaux, un garçon et une fille. Je suis très heureuse et reconnaissante envers Dieu de m'avoir donné des jumeaux. Avant, nous rentrions d'abord à la maison et puis nous nous occupions de l'enregistrement des enfants. Mais maintenant, tout est fait à l'hôpital. Les responsables de l'hôpital de Kakiro indiquent qu'un agent d'état civil est présent en permanence dans l'établissement, permettant ainsi aux parents d'enregistrer leur nouveau-né avant de rentrer chez eux. Selon l'Institut national de la statistique du Rwanda, plus de 356 000 enfants ont été enregistrés à l'état civil en 2025, soit 92,9% de toutes les naissances. Cela représente une augmentation par rapport aux 90,3% enregistrés en 2024. Les mères de l'hôpital Kakiro figuraient parmi les bénéficiaires de kits d'hygiène distribués aux familles dans 6 établissements de santé de Kigali. Cette initiative a été soutenue par un fabricant local des produits d'hygiène. Au-delà de l'enregistrement des naissances, les nouvelles statistiques familiales mettent également en lumière l'évolution des tendances sociales au Rwanda. Les chiffres officiels montrent que plus de 50 000 mariages ont été enregistrés en 2025, un chiffre légèrement inférieur à celui de l'année précédente. Cependant, les autorités s'inquiètent également du nombre croissant des divorces et de leurs conséquences sur les enfants.
Les conflits familiaux figurent parmi les principales causes d'abandon scolaire, notamment chez les filles, et des maltraitances infantiles. C'est pourquoi, au niveau du district, en tant que Kichukiro, nous avons décidé de collaborer pour lutter contre ce problème. Les spécialistes de la famille affirment que l'autonomisation économique des couples peut renforcer les foyers, à condition que la communication et la stabilité soient préservées. Si les hommes et les femmes travaillent ensemble, au-delà de la simple recherche du profit, cela signifie simplement qu'ils construisent une famille plus forte. Cependant, si l'un des deux est le seul à gagner de l'argent, il peut devenir trop orgueilleux, ce qui engendre des manques de respect et d'autres difficultés au sein du foyer. Les données de l'état civil montrent que plus de 4400 cas de divorce ont été enregistrés en 2025, dont plus de 2600 ont été prononcés par les tribunaux, soit plus du double du nombre de l'année précédente. Le rapport indique également que plus de 800 femmes se sont mariées avant l'âge de 21 ans. L'âge moyen de mariage est désormais de 28 ans pour les femmes et de 32 ans pour les hommes. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.